Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli Fizet, accompagné du Buffalo Bill, des booms et des busts. Guillaume Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien? Ça veut dire quoi, c'est le Buffalo Bill? Who is Buffalo Bill? Je vois juste de la gauche, c'est quoi ça? Non, ça veut dire que tu shootes sur toutes les booms puis les busts puis tu sais lesquels trouver. Tu hits la Fair bonne enough. cible. See that target? Hit it. Fair enough. Salut, Oli. Aujourd'hui, on continue notre série d'analyses par équipe avec les sabres de Buffalo. Comme toujours, on va décortiquer les statistiques avancées et moins avancées parce qu'on sait c'est pas avec des plus et des moins que vous allez gagner votre pool de hockey. On va vous donner un petit peu de contexte puis on va surtout vous donner nos projections de points pour tous les joueurs les plus importants des sabres de Buffalo aujourd'hui pour que vous puissiez découvrir les musts et les busts. Corbeau, qui est le joueur? Est-ce qu'il y a un jeune joueur chez les sabres de Buffalo qui va enfin devenir un boom? Ben, je pense que oui. Ça dépend qu'est-ce que tu définis par jeune joueur, là, mais je pense je pense que Jack Quinn va avoir une bonne saison cette année. Okay. En fait, il y a 2 ans, il n'a pas eu une mauvaise saison. Il flirtait avec un rythme assez impressionnant. Sa mémoire, c'est aux alentours de 70 points par match. Et cette année, ça débute une saison en 3 étapes. Là. Donc, il a commencé la saison avec 5 points en 24 matchs. Donc, vraiment... Pas un bon début de saison. Je pense que c'est vraiment pire que mauvais. Là. Il aurait dû retourner dans la Ligue américaine. 5 en 24, ça commence à être vraiment faible. Il a ensuite enchaîné avec un peu mieux, un 19 en 34. Donc là, on commence à retrouver une certaine production intéressante pour un gars de 2-3e trio. Et il a fini avec 15 en 16. Donc, il a super bien fini dans le fond. Mais il a enfin produit comme il faut. Look who finally shows up. Exact. Puis évidemment, on peut le structurer de différentes façons. C'est un joueur qui est un peu plus par séquence. Il peut penser un peu à Pacioretty, là, donc il va faire beaucoup de points, il va arrêter d'en faire pendant plusieurs matchs, des plus longues léthargies. Mais bon, il n'a pas encore 24 ans, donc on peut se dire que il va avoir 24 ans dans très, très, très bientôt, mais il n'a pas encore 24 ans. Est-ce qu'il est capable d'avoir une production qui est peut-être un petit peu plus linéaire? J'ose espérer. La bonne nouvelle, c'est avec Quinn, c'est qu'il n'y a aucune statistique, là, aucune anomalie statistique dans ce qu'il a fait. Donc, at the end of the season... Parler, genre, attends. Sorry, wait. C'est quoi une anomalie statistique pour toi? Là? C'est quoi? Qu'est-ce qui aurait pu être une anomalie statistique? Un nombre de passes secondaires trop élevé, un pourcentage de tirs trop élevé, un nombre de tirs très bas. Ils sont tous dans une moyenne intéressante. Le seul bémol qu'il a, c'est qu'il n'a pas affronté les meilleurs trios adverses. Donc, il n'a pas affronté les premiers ou deuxièmes trios des équipes adverses. Par contre, il y avait quand même un temps de glace limité. Il jouait 15 minutes. Donc, si on lui donne un peu plus de temps de glace, est-ce qu'il va être capable d'en faire quelque chose? Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'il va être capable de faire plus. Bon, là, la question que tu vas me poser, puis je te vois, c'est combien plus? Est-ce que c'est lui qui va prendre la place de Peterka qui est parti? Est-ce que c'est lui qui va avoir cette opportunité-là? Si la réponse c'est oui, je pense qu'il peut faire 60 points. Je pense qu'il peut se rendre jusqu'à ce plateau-là. C'est pas impossible. C'est un bon jump, 60 points quand même. Là. Il a fait 39 en 74 l'année dernière, puis 19 en 27, OK, l'année d'avant, 37 en 75. Fait que c'est cette année, selon toi, qui prend le jump, là. Ouais. Oh oui, je pense qu'il va être rendu à son année de breakout il est à 229 matchs de jouer en carrière. Fait qu'il est rendu... On a parlé des 16 derniers matchs de la saison. Là, c'est pas mal dans cette vitrine-là du 200e match. Il arrive à 24 ans, donc c'est sa maturité physique aussi qui vient d'atteindre. Fait, c'est l'année où est-ce que ça passe ou ça casse pour Quinn. Mais j'ai confiance. Ils ont fait de la place dans le top 6 encore plus avec le départ de Peterka. Donc, Quinn va avoir de la place pour s'exprimer, pour jouer avec les bons joueurs des sabres. Fait que mais par contre, il y a d'autres recrues aussi qui vont prendre la place. Il y a quand même, t'as quand même Jiri Kulich, t'as Zach Benson aussi qui mérite de l'espace sur un top 6 pour pouvoir s'exprimer correctement. Whoa, calm down. Kulich en était un. Kulich, je sais, il a-tu vraiment mérité? On lui a donné. Je pense que c'est un joueur qui a du talent. Tu sais, je veux pas me mettre les fans de Kulich à dos, mais il a pas fait grand-chose dans le sens où il a passé 40% de son temps avec Tage Thompson, puis d'un point de vue performance, production,
c'était pas à la hauteur. Là. Tu sais, Kulich, il a fait 24 points en 62 matchs. Ouais. C'est vraiment... Mais c'est peu là, quand tu passes la moitié de ton temps quasiment sur la glace avec Tage Thompson, qui est le meilleur joueur des Sabres, offensivement, là, à part Darlin à la défense. Donc, tu sais, est-ce qu'il a vraiment mérité sa place au sein du premier trio? Tu sais, la saison des Sabres était à l'eau, puis on voulait donner du millage à Kulich. Mais je suis pas convaincu que Kulich a mérité sa place au sein du premier trio, du top 6. On va lui donner ce temps-là, mais Quinn l'a mérité, il a produit, il a démontré qu'il était capable de le faire. Je pense que c'est encore pire. Benson a été encore plus faible. Ce qui est plate pour Benson, c'est que c'est un petit joueur, donc s'il ne performe pas, s'il ne produit pas, il ne sert pas à grand-chose. Tu n'est pas Brendan Gallagher qui est capable de... C'est pas un joueur qui grind sur une 4e ligne puis qui amène de l'énergie. Il n'y a pas la grosseur. Il n'y a pas la grosseur, c'est ça. Pour pouvoir être capable, en plus, d'arriver avec un trio, justement, avec un Thompson. Puis il tire pas beaucoup, en plus, là. Contrairement à un Jack Quinn qui va tirer beaucoup. Ben, c'est ça. Puis les lancers, c'est quand même une des statistiques les plus flagrantes sur la performance d'un joueur. Benson, il ne tire pas. Là, il tire 1,6 fois par match, qui est peu pour un attaquant. Qui joue d'ailleurs 90, tu sais, que l'année dernière, qui a joué 90 secondes en moyenne en avantage numérique. Il a fait 4 points. Tu sais, il lance pas, il lance pas beaucoup. Il joue sur un top 6. On lui a donné du temps, on lui a donné beaucoup d'espace, puis il n'a pas réussi à faire grand-chose. Fait, tu sais, comment est-ce que tu peux privilégier Benson par rapport à Quinn? Je le vois pas. Puis par rapport aux autres joueurs vétérans des Sabres, je le vois pas non plus. Fait qu'il est un peu coincé, Benson, entre le poste de 8, 7, 6e attaquant. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de blessés. 8, 7, 6e. Ben, en plus, tu parlais des vétérans. Ben non, mais je comprends, mais c'est parce que. Puis t'as raison. Puis quand tu parles de vétérans, t'as des gars réguliers. Tu sais, t'en as deux qui viennent. Ben, t'en as deux, c'est ça. Tage Thompson. T'en as deux. Tage Thompson et Alex Stock. Voilà. Les deux gars sont steady. C'est des joueurs que, d'un point de vue pool, sont vraiment très bons. Bon, Thompson a une saison de 94 points. Là. Exemple qu'on la met de côté. Là. Ça, c'est une anomalie de son dans l'histoire de sa carrière. Thompson va frapper son 75-80 points, si c'est pas 85. Alex Stock, je vais dire... C'est un point par game, juste vite. Tage Thompson, c'est un given, considérez-le. Ouais. Il va peut-être pas refaire son 94 en 78, mais est-ce que c'est un gars... Il a été 68 70, en 78, 56 en 71, qui a été un down year il y a 2 ans, puis l'année dernière, 72 en 76. Dans le fond, est-ce que Tage Thompson, c'est un point par game? Ou un petit peu un peu moins. Un peu moins. Plus 75 en 82. Là. C'est un petit peu moins. Pour moi, je le vois de cette façon-là. Bon, je m'attends pas à un point par match. Je pense que si les Sabres étaient meilleurs, oui, mais il n'y a personne d'autre qui va prendre sa place. Fait que si jamais Thompson n'a vraiment pas une bonne saison, les Sabres sont encore plus mauvais qu'ils ne l'étaient déjà avant. Ça a un impact sur le reste de ses coéquipiers. En premier, c'est Alex Stock. Stock a fait 2 saisons consécutives de 66 puis 67 points. Donc, tu sais, il n'y a aucune raison de penser qu'il va faire plus ou qu'il va faire moins. Ces deux gars-là, pour moi, sont lock sur un premier trio. Là. It's a lock. Puis ils ne se feront pas enlever de l'avantage numérique ou rien. Ensuite, tu as 2 autres vétérans qui suivent, qui sont dans 2 situations différentes. Tu as Jason Zucker d'un côté, qui est âgé, qui est petit, qui est un... Tu sais, quand tu parlais de Zach Benson tantôt, tu peux pas avoir un trio où est-ce que tu as Benson avec Kulich puis Zucker, ça, c'est... Mes parents diraient que c'est des snelles à poêle. Ils sont pas assez gros, il n'y a pas de poids. Benson n'est pas juste petit, il est très petit. Des snelles à poêle. Je sais pas, j'ai aucune idée de l'expression. Je sais pas, ça m'est venu. Fait que, tu sais, c'est dur à dire que Buffalo va être capable d'avoir ça comme deuxième trio. Fait que, tu sais, tu prends-tu Zucker si tu essaies de faire les séries ou tu prends Benson? Si tu prends Zucker, tu sais, à moins que Benson explose, mais il n'y a aucune statistique qui prouve qu'il va dans ce sens-là. Donc, moi, je prendrais Zucker, mais Zucker est souvent blessé. Encore une fois, souvent blessé, commence à être blessé. L'année dernière, il l'a pas été, puis il a réussi à rouler. Tu sais, il a quasiment 34 ans, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une 50aine de points pour Zucker? Probablement. Et ensuite, au centre de Zucker, tu vas sûrement retrouver, bon, si c'est pas Kulich, ça va être Josh Norris. Si Norris, il joue, là. Si Norris, il joue, parce que c'est ça la grande question à se poser avec Norris. Puis je l'ai drafté dans mes poules dans les dernières années. C'est ça la grosse question, c'est est-ce qu'il va jouer? Je l'aime. En fait, Norris, le gros avantage, c'est qu'un avantage numérique, il est capable de générer des points. Fait que, quand il joue, il va avoir des minutes. L'année dernière, il a joué 56 matchs, il a fait 11 points en avantage numérique. Bon, je comprends qu'il a joué avec Ottawa pendant la saison, mais qu'Ottawa est une meilleure équipe que les Sabres. Il n'en demeure pas moins qu'il est capable d'accumuler ses points en power play.
Fait que Norris, il va peut-être jouer sur ce deuxième trio-là ou sur le premier. Là, à Buffalo, c'est très difficile de faire des trios. Là. Est-ce qu'on va Mais faire c'est ça le une problème. grosse En fait, ligne ou. Mais faut que tu regardes le temps d'avantage numérique. Si tout le monde est en santé, qui joue? Tu vas avoir Tuck, Thompson, Quinn, Norris avec Darlin à la défense. Je pense que c'est ça. Fait que moi, c'est avec ces 4 attaquants-là que j'irais. Ensuite, quand tu regardes le reste, là, Zucker, Benson, Coolidge, ben là, je pense que tu flippes le 25 cents puis tu espères avoir raison pour le type de saison qu'il va connaître. Et il reste Ryan il reste un McLeod. gars, c'est ça, qui est Ben là, aussi une Ryan carte Mc... cachée. Ben là, non. No way. Je suis pas d'accord. Elle l'était l'année passée. Si tu as choisi Ouais. McLeod l'année passée puis tu es allé chercher son 53 points, son 20 buts, écoute, tant mieux. Mais McLeod est quand même. Il refera pas ça. No. Non seulement il fera pas ça, je sais pas s'il va faire 45 points. T'sais, à quel Non. point son année était. Ben, il y aura pas. Si Norris il joue, McLeod va se retrouver au sein d'un troisième trio. C'est là qu'il va. Là. C'est un marchand de vitesse, mais c'est pas un joueur offensif, là, on s'entend. Il a quand même eu 20,6% de pourcentage au lancer. Donc, on pourrait couper ça de moitié. Puis ça serait. Fait, déjà là, on commence, il y a 53 points, on coupe 10 buts. Il en a fait 20 l'année dernière. On coupe 10 buts. Fait qu'il se ramasse avec 43 points. OK. Puis ensuite, tu regardes, son volume de match est à 1,2 tirs par match. C'est bas, là. C'est plus bas pire que Zach Benson, en fait. Là. C'est pire que Zach Benson. Ouais, C'est pire que la moitié des défenseurs de son équipe. Fait que c'est quand même vraiment, vraiment bas. Ses passes secondaires sont à 45%, ce qui n'est pas archi élevé, mais c'est pas bas non plus. Fait que, on dit, on va aller gruger 2-3 passes, par exemple, 2-3 mentions d'aide. Fait que là, on est à 10 buts, 3 passes qu'on y enlève. Mais ça, c'est 13 points. 40 points. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui va devenir. C'est ça qui est, c'est ça son rôle. Mais c'est ça le problème avec les Sabres. I'm afraid there's a bit of a problem. Puis on en a parlé avec Anaheim, puis c'est un problème récurrent dans des poules de hockey, ce qui ne l'est pas dans une saison normale de hockey, parce que tu veux une équipe qui est capable de scorer partout, d'avoir 3 trios qui sont performants. Mais quand tu regardes Buffalo, c'est ça le problème, c'est que tu sais pas c'est quoi les trios, tu l'as mentionné rapidement tantôt. Qui va jouer sur le 1, le 2, le 3? Qui va être au centre? Est-ce que Tage va être réellement au centre? Il l'a pas joué tout le long de l'année au centre. Jiri Kulich a fini l'année. Est-ce que c'est Norris? Si Norris se blesse, est-ce que McLeod va prendre la place? Le problème avec Buffalo, c'est le même problème peut-être qu'avec Anaheim. On ne sait pas qui va avoir quelle chaise. C'est ça le gros problème. C'est des gars qui sont un peu tous la même chose. Exactement. Mais tu sais, exemple qu'on prend les joueurs par joueur là, pour terminer les attaquants des Sabres, puis qu'on commence avec Thompson, que selon moi, il va faire aux alentours d'un 75, 70, 75 points dans ces eaux-là. Il pourrait faire plus. Je pense qu'il a le potentiel de faire plus. Mais tu sais, c'est un bon floor. C'est un bon floor d'un 75, puis peut-être un gars qui va te donner 80-85. Exact. Ensuite, Tuck, je reste 60-70 dans ces eaux-là. Pour toutes les raisons qu'on a énumérées tout à l'heure. Jack Quinn, j'aimerais ça dire 60, mais je vais être conservateur, je vais dire 50-55. Je pense que ça va être... il me fait un peu peur avec les montagnes russes, fait que s'il pogne un creux et que les sables vont pas bien, ça va être dur de performer dans ce genre de situation-là. Ensuite, j'arrive avec Zucker, je vais y aller avec un 40-45 parce que j'ai de la misère à croire qu'il va avoir 2 saisons consécutives sans se blesser. Donc peut-être un 40-45 en une soixantaine de parties, 65 matchs dans ces environs-là. Ça me surprendrait qu'il y ait plusieurs saisons en ligne où est-ce qu'il ne se blesse pas. McLeod, on vient d'en parler, une quarantaine de points, je pense que c'est raisonnable. S'il fait plus, c'est qu'il a changé sa façon de jouer. Donc, ça va être... c'est qu'il va commencer à tirer plus au filet, ce qui arrivera pas. Il l'a jamais fait dans sa carrière. Je vais mettre Norris à 35-40, mais en 55 matchs. Je pense qu'il Norris ne joue jamais une saison complète. Il y en a plusieurs des gars dans la ligue qui font ça. Norris en est un, malheureusement. S'il joue une saison complète, sky is the limit pour Josh Norris. Je pense qu'il peut vraiment produire puis que les Sabres vont lui donner toutes les opportunités offensives, mais soyons réalistes, 35-40, c'est ce qu'on peut s'attendre. Mais si vous avez des poules head-to-head ou du moins un gros bench, c'est un bon joueur à avoir dans une fin de ronde. Tu le rentres sur ton bench puis tu l'actives quand il joue. C'est un beau joueur de profondeur. Finalement, je vais y aller avec Benson Kulich. Je pense que Kulich va faire un petit peu plus de points que Benson, ne serait-ce que parce qu'il est au centre puis qu'on peut mettre Thompson à l'aile. Donc, je vais dire Kulich 35-40, Benson 35. Il n'y a pas de signe de progression dans son cas, mais en même temps, c'est un jeune joueur, c'est un joueur à monitorer. En fait, on regarde ses performances, il se met à avoir une bonne séquence ou il se met à tirer vraiment plus au filet. Donc, si on tombe à du 2, du 2.1, du 2.2 tirs par match,
Mais la performance n'est pas là encore, mais c'est un bon pic à aller chercher en se disant, on espère que ça décolle. Que ça mais décolle, ouais. mais il y a une raison pourquoi les Sabres sont pas bons, c'est parce que les jeunes ne sont pas capables de performer à la hauteur de leur talent, ou du moins de leur rendre de sélection. Mais au moins, ils ont des défenseurs aussi qui peuvent réussir à essayer d'amener un peu plus d'attaque. Puis malheureusement pour eux, c'est qu'ils ont beaucoup de gauchers. Lequel des défenseurs va enfin prendre un peu plus de place? Est-ce que, en fait, Dallin va rester le numéro 1? Ça, c'est un facile. Mais est-ce qu'il y a un Ouais. autre joueur qui va ressortir du lot? Non. En fait, oui, ça va être Kesselring. Non, tu sais, dans le sens où que aucun défenseur intéressant. gaucher va prendre plus de place. Darlin va faire, je vais l'enlever tout de suite, Darlin va faire 75 points cette année. Il manque une attaque pour faire son 80-85 points. Fait que dans une bonne équipe, c'est une raison pourquoi Makar fait 95 points, c'est parce que Jake McKinnon. Il ferait probablement 80 ailleurs ou 85 ailleurs, mais le niveau de performance supérieur, le plateau suivant, c'est quand ton équipe va bien. Il suffit de regarder Adam Fox, les Rangers, ça n'a pas bien été l'année dernière, il n'a pas fait son 70. Fait que, quand ton équipe va pas bien et elle ne marque pas de but, les défenseurs sont les premiers à subir ces contre-coups-là. Ensuite, du côté gauche, Power et Byram se disputent un peu les mêmes minutes. Que ce soit les minutes à la droite de Darlin ou que ce soit des minutes sur le deuxième avantage numérique. Des fois, ils jouent ensemble, là, mais tu sais, Darlin n'est pas un joueur qui se blesse souvent non plus, fait qu'ils n'ont pas énormément d'opportunités de prendre le premier power play. Pauvre Byram, vous allez me dire, là, que c'est tout le temps, c'est l'histoire de sa vie, d'ailleurs Makar, d'ailleurs Darlin. Pauvre lui. Poor thing. Si a fait échanger à Vancouver, pour vrai, c'est accroché par tout de suite. Ça serait incroyable. Mais c'est ça, fait tu sais, je pense que Byram, Power vont faire la même chose, un 35-40 points. Je vais te donner un avantage. Qui n'est pas négligeable, il faut le dire. Là, un 35-40 points pour un défenseur dans des poules, puis on va vous le dire, on va vous le redire, la stratégie des joueurs, des défenseurs en premier est ultra important. Un 35-40 points est quand même non négligeable. Mais qui va en faire plus, l'un ou l'autre? Power, moi, je dis Power parce que c'est plus. Mais Power parce que c'est le choix des Sabres. Donc, Power est choisi par Buffalo, il est développé par l'organisation. C'est un first overall. Il est plus jeune aussi. Power, il est plus gros. Moi, je pense qu'il y a je dirais pas qu'il y a plus de potentiel, mais Buffalo va lui faire un peu plus de place. Puis Byram va faire un petit peu moins. Mais tu sais, on s'entend, là, la différence entre les deux ne devrait pas être très grande, outre que le fait que Byram risque de se blesser encore une fois. L'année dernière, il a été chanceux, là, mais bon, il y a une historique qui est quand même présent. Puis finalement, il y a Kesselring qui est difficile à saisir. Il y a une bonne saison l'année dernière en Utah, il a été échangé contre Peterka, donc c'est sûr qu'on va lui donner des minutes, on va tout lui donner des chances de se faire valoir. C'est un droitier, certain. c'est un droitier, fait qu'il va nécessairement avoir plus de minutes. Ben oui, on suppose du moins. La question, c'est est-ce qu'on va le mettre à droite de Darlin ou est-ce qu'on va le mettre à droite du deuxième duo? Donc là, c'est ça la question. Est-ce qu'on garde encore Byram, Darlin, puis Power avec Kesselring? Dans les deux cas, c'est bon pour Kesselring. Ça va être mieux que de jouer avec. Je pense qu'il ne jouait pas avec Sergachev en Utah. Il jouait pas avec Ian Cole. Il jouait avec Ian Cole. C'est un bon upgrade. So it's still an upgrade. Du moins pour avoir des passes secondaires. Là, quand tu joues avec Darlin, il va en faire à pelleter. Bon, d'un autre côté, Ian Cole était défensif. Kesselring aurait pu appuyer l'attaque, mais Ian Cole, il est comme pas. Oui, c'est ça. C'est Ian Cole. On s'entend que c'est pas sexy. Mais Kesselring a un bon potentiel quand même de monter. Là. Il y avait des statistiques qui laissaient croire qu'il allait réussir à faire un peu plus. Oui. Il y a de la place pour faire plus. Après ça, il faut qu'il saisisse l'opportunité qu'on lui donne. Quand tu regardes ses statistiques avec Kesselring, son volume de tir est quand même intéressant pour un défenseur à 1.8. Est-ce qu'il peut encore faire la même chose à Buffalo? On ne sait pas, mais normalement, les défenseurs sont assez récurrents. Son taux de réussite est assez bas à 4,7 %. Fait que, il pourrait avoir du 6 ou du 7 %. Il va chercher un petit point ou deux de plus. Un point ou deux de plus, ça se gruge à gauche, à droite. Pour un défenseur, c'est bon. That's great. Good. Puis son pourcentage de passes secondaires était très, très bas pour un défenseur. Il était à 27 %. Donc, normalement, devrait être 35-40. Pour un attaquant, c'est 35-40. Pour un défenseur, ça peut se rendre à 50-55 sans que ce soit un danger. Là. Pour un défenseur comme Evan Bouchard, ça va être ça. Ça va être du 65-70 parce que tu es les meilleurs joueurs au monde. Avec un gars comme Len Hudson, mais tu vas être un peu plus bas parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Ça dépend du type de défenseur et de l'historique. Dans son cas, 27,3, c'est petit, c'est bas pour tout le monde. Est-ce qu'il peut aller chercher 5-6 points de plus là, un but ou deux de plus? Quand tu regardes ses statistiques overall, l'année dernière, il a fait 29 points. Ça te donne 6-7 points de plus. On se ramasse avec un défenseur de 35 points. C'est bon, là. On parle d'un gars qui est relevant pour un pool.
Absolument, absolument. Ah. Puis c'est un gars qui a un ceiling aussi, dans le sens où, dépendamment de son utilisation, peut-être qu'il va être utilisé à outrance. C'est quand même un gars qui rugeait des minutes l'année dernière. Il jouait 17-18 minutes par rencontre. Donc, ce qui est quand même pas. Il jouait pas 14 minutes. Fait que, tu sais, si on regarde la défensive des Sabres, là, puis qu'on y va one by one, tu as Darlin qui va être là. Puis ensuite, tu as 3 défenseurs qui ont un potentiel de faire 35 points, ce qui est quand même rare dans une équipe d'avoir Power, je vais dire, plus aux alentours d'un 40, 38-42 dans ces eaux-là. Byram qui est plus 35-40, puis Kesselring qui est plus 30-35. Tu sais, je pourrais dire 32-37 dans ces, dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, est-ce que tu pourrais avoir 3 défenseurs qui font 35 points à Buffalo? Je pense que c'est pas impossible. Ils n'ont pas beaucoup d'attaques. Fait qu'il faut bien qu'ils comptent des buts d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est pas normal que tes défenseurs, tu aies 4 défenseurs qui sont relevant pour un pool. C'est très rare. C'est pas supposé. Là. Surtout quand tu as Darlin, c'est pas supposé de cette façon-là, ce qui décrit la faiblesse de cette équipe-là. Ben, c'est quand même vraiment bon. Ça laisse un peu plus de place. Écoute, bon wrap-up des Sabres de Buffalo. Je pense que ça donne un bon portrait. Pour toi, à travers les défenseurs, à travers les attaquants de ce qu'on vient de nommer, est-ce que tu as un joueur qui est, on va l'appeler pour les autres équipes, on a trouvé un autre nom, mais pour les Sabres de Buffalo, c'est qui ton joueur à drafter qu'on va appeler le Pat LaLaFontaine? C'est qui le joueur qu'il faut que tu draftes absolument dans ton pool chez les Sabres de Buffalo? Moi, j'irais avec Jack Quinn. C'est un gars qui commence à éclore un peu sur le tard. Je pense que son average est un peu son draft pick, là, donc son draft position est un peu bas par rapport à ce qu'il peut amener. Il a prouvé qu'il était capable. Peterka a quitté, il y a de la place. J'irais avec Jack Quinn. Puis est-ce que tu as un joueur qui est celui que tu vas complètement éviter? On va l'appeler le Lilo the Line. Mon équipe est fière de sélectionner Lilo the Line. Comme pour les autres épisodes, c'est qui le joueur que tu veux absolument éviter? J'hésiterais entre Josh Norris parce qu'il est toujours blessé, mais je vais aller avec Zach Benson. C'est comme s'il est rentré dans la ligue très très jeune. On a l'impression que son breakout est à tout moment, puis on l'attend, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas cette année. Du moins, il faut qu'il change son style de jeu. C'est trop difficile à faire. Donc, moi, j'éviterais Zach Benson comme la peste. C'est un peu fort. Je l'éviterais dans mon pot. Je l'éviterais dans mon pot. Faut le monitorer. Non, faut le regarder. On va voir ce qu'il va faire. Peut-être prenez-le trop tôt. Prenez-le peut-être un petit peu plus tard, mais c'est correct. Pour ma part, le Pat LaLaFontaine. Ça va être... L'accent est écœurant. L'accent est écœurant. LaLaFontaine. Ah là, il faut le faire. Il faut le faire comme le fameux annonceur au Centre de Buffalo. Le mien, ça va être Kesselring. Je pense honnêtement que... T'es en amour avec Kesselring. Mais dans un nouvel environnement comme ça, comme tu l'as dit, avec les stats qui étaient en son honneur, Michael Kesselring, allez le voir en termes de choix, un défenseur qui va peut-être aller un peu en dessous du radar, qui va vous donner cette espèce de 30-35 points qu'il a donné. Très bonne idée. Puis le Lilo the Line, honnêtement, Josh Norris. Si vous n'êtes pas dans un pool head-to-head, comme tu as dit, prenez-le pas. Il va se blesser. Il va vous décevoir. Il m'a déçu pendant au moins 2 saisons. Je pense que tous les Lilo the Line, c'est des gars qui se blessent. C'est des recurring injuries. C'est des gars qui nous ont donné beaucoup trop de mots de tête. Pour moi, c'est Josh Norris. Fait que voilà. Donc, ça fait le tour des Sabres de Buffalo. Si vous avez aimé l'épisode, si vous trouvez que vous avez aimé nos stratégies, les projections, allez nous suivre sur les médias sociaux. On est disponible sur Spotify, sur Apple. Allez nous regarder en short sur Instagram, YouTube. Allez liker. Si vous avez des questions, vous hésitez entre 2 gars, allez nous écrire DM. On va vous répondre le plus possible. On va peut-être même faire un épisode Q&A juste pour vous répondre. Et that's it. Salut les poolers. On espère que vous allez gagner votre pool.